Bonjour et bienvenue pour notre réunion publique virtuelle. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir avec toute l'équipe. Donc, je vais introduire cette réunion. Donc, nous avons choisi de faire une campagne de proximité avec beaucoup de porte-à-porte. On en est à peu près à 70, non, je dis 70, 80. On peut en rajouter 10 aujourd'hui de porte-à-porte, 80 km à pied de porte-à-porte. Et puis, c'est pas fini. D'ailleurs, vous voyez, on attrape des coups de soleil. On a décidé aussi de ne pas faire de réunion publique du fait du contexte sanitaire, c'est assez compliqué. Ça attire peu de monde d'ailleurs, et puis on préfère aller à la rencontre des gens. Et puis aussi, on a des habitants qui nous ont dit ben oui, mais d'accord, vous voulez faire des réunions publiques, alors qu'on a demandé des efforts aux Français pendant plus d'un an, et aujourd'hui, c'est open bar pour les élections. C'était une remarque. Donc nous, dans tous les cas, on n'avait pas prévu d'en faire. Et puis, on s'adapte aux conditions sanitaires, donc en faisant cette réunion sous forme de live Facebook, YouTube. Alors, c'est un exercice qui n'est pas simple, donc on vous demandera un petit peu de tolérance. On n'est pas des YouTubeurs et on n'est pas des influenceurs. En plus, on est en direct, donc il y a une certaine transparence parce qu'on s'affiche, donc tout le monde peut nous écouter, aussi bien nos amis que ceux qui nous aiment un peu moins. Bon, après, on peut avoir le droit à l'erreur, parce que je pense qu'on a une bonne dose d'humilité. On ne sait pas tout, évidemment. Le département, on n'y est pas, tous les quatre, et donc il faut s'imprégner des dossiers. Donc il faut une bonne dose d'humilité. Puis en plus, on n'est pas du style à vouloir critiquer systématiquement les élus précédents. Voilà, c'est pas notre principe. Et puis on n'est pas des candidats yak à faucon, parce que en période électorale, ça fleurit. Donc le programme du jour, on va vous présenter les tutélaires. On va commencer par mesdames, et leurs remplaçants. On va vous rappeler les axes du programme. On va ouvrir une rubrique carnet de campagne dans lequel on va un petit peu reprendre quelques éléments qui nous ont été communiqués lors de cette campagne, enfin des remarques, tout ça. Voilà. Et puis on va répondre aux questions alors qu'on a déjà reçues ou alors que vous nous poserez éventuellement pendant ce live. Je sais très bien que ce n'est pas toujours simple de poser des questions et de s'afficher dans cette période électorale sans prendre parti, mais ce n'est pas grave, on a déjà eu pas mal de questions. Donc voilà, donc on va commencer par se présenter et on va commencer par Marie-Paul, si tu veux bien, Marie-Paul. Merci Julien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Marie-Paul Soubrier, j'ai 68 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Je suis d'origine ardennaise, c'est pourquoi j'ai fait mes études au lycée Turenne à Sedan. À l'issue de mon baccalauréat, j'ai décidé de m'orienter vers l'informatique. Et je suis allée à l'IUT, à l'Institut universitaire de technologie à Reims, où j'ai obtenu un DUT, un diplôme universitaire de technologie en informatique. À l'issue de ce diplôme, donc, je suis entrée dans la vie professionnelle. J'ai passé toute ma carrière professionnelle au Centre de gestion de la Meuse, qui est devenu depuis ADO 109. Donc, c'est une entreprise de comptabilité, d'expertise comptable, de conseil et de fiscalité pour les agriculteurs au départ, mais après, c'est les agriculteurs, les artisans et les commerçants. Donc, j'ai été 35 ans au service informatique de cette entreprise. En parallèle, je me suis engagée dans la vie publique, puisque j'ai été élue en 1989 aux côtés de Yves Pelletier à Belleville-sur-Meuse. J'ai 25 ans, donc en étant adjointe, vice-présidente dans les différentes structures intercommunales d'alors, le CIVOM de l'agglomération, le SMATUV, puis à la Codecom de Charny qui a été créée en 2002. Donc j'ai été vice-présidente déléguée aux scolaires. Dans le même temps, j'étais première adjointe à Belleville pendant 13 ans. En 2008, j'ai été élue présidente de la Codecom de Charny. Après 6 ans d'interruption, où je me suis un peu reposée, mais j'avais toujours un œil sur la vie publique, je suis revenue à Belleville sur la liste de Yves Pelletier en mars 2020. Et depuis novembre 2020, je suis maire de Belleville suite au décès de Yves. Voilà, je m'investis dans cette campagne et je pense que le rôle des conseillers départementaux aussi, c'est de se lier et d'être en phase avec la région. Parce que le département n'a plus beaucoup de compétences et c'est avec la région que nous devons travailler. On y reviendra, Marie-Paul. Alors, on va passer à la tête de Francine, parce qu'on ne voit que la tête, Francine, voilà, qui est donc remplaçante de Marie-Paul. On t'écoute, Francine. Donc, merci, Julien. Bonsoir à tous. Donc, je suis Francine Sperling. Je suis en couple et je suis maman d'une fille et maintenant aussi mamie. Alors, de formation, je suis éducatrice spécialisée.
C'est dans le champ de l'handicap, de l'insertion socio-professionnelle et de la protection des personnes que s'est déroulée ma carrière professionnelle. Elle a débuté en 1977 dans un institut médico-éducatif où j'ai travaillé pendant 8 ans. Puis, j'ai occupé un poste de travailleur social au centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'AMI à Verdun. C'est un organisme qui prend en charge des personnes en grande difficulté sociale. Au début des années 90, avec 3 autres personnes, nous avons créé une association que l'on a nommée Sémaphore et on a ouvert un centre de formation à destination d'un public en grande difficulté. On a essentiellement donc mené des actions de lutte contre l'illettrisme, d'insertion socio-professionnelle à destination donc de chômeurs longue durée, de femmes isolées et de personnes en situation de handicap. Après cette belle expérience, j'ai eu l'occasion de travailler sur des postes de remplacement. À l'époque, on appelait ça l'UFAS, qui était situé à Belleville. Aujourd'hui, il s'agit de la Maison de l'Enfance. En 2000, j'ai intégré donc l'UDAF de la Meuse, qui gère 2 services de tutelle. Un service de protection juridique des majeurs et un service d'aide à la gestion du budget familial. La particularité de ce service, c'est qu'il relève de la protection de l'enfance. Donc, j'ai travaillé au sein de ces 2 services, mais plus longuement en accompagnement familial. C'est au début de l'année 2017 que j'ai fait valoir mes droits à la retraite. Côté loisirs, le basket occupe une place importante dans la vie de notre famille. Depuis de très nombreuses années, je suis licenciée à l'ASC Charny. J'ai à la fois donc été joueuse, j'ai aussi entraîné des équipes et depuis maintenant une vingtaine d'années, je ne suis que, on va dire, que dirigeante. Il y a 6 ans, donc j'ai intégré le comité Meuse de basket. Mon implication donc sportive me permet d'appréhender et de comprendre la crise que traversent actuellement les clubs sportifs amateurs. Le sport a été fortement touché par la crise et beaucoup de clubs amateurs se demandent de quoi sera fait le futur. Moi, si j'ai choisi d'intégrer le binôme d'Idri-Soubrier, c'est entre autres en raison du travail de réflexion qui porte sur l'après-Covid. Comme je l'ai déjà dit, la pandémie a mis à mal beaucoup de secteurs qui ont besoin qu'un travail de perspective et de reconstruction soit mené. Merci Francine. Écoutez, c'est à mon tour. Donc, Julien Didry, effectivement, je suis élu à Bras-sur-Meuse. J'ai été maire de 2001 à 2020. Je suis vice-président de la comité d'agglo du Grand Verdun en charge du numérique et je suis président du pays de Verdun. Donc, je suis entré dans la vie publique en 1999 dans un contexte particulier, une période difficile pour Bras-sur-Meuse. Le village avait eu pas mal de démissions d'élus suite à la mise en place de l'assainissement collectif et donc il y a eu une élection partielle à laquelle j'ai été élu et puis j'ai été élu dans la foulée par le conseil municipal, premier adjoint et puis maire en 2001. Donc, dès que j'ai été élu maire, après cette tempête un petit peu qui avait divisé la population, donc je m'étais fixé comme objectif de fédérer la population, justement, de fédérer les habitants autour de l'amélioration de la qualité de vie, de l'embellissement, de l'animation, bref, de la sécurité, tout en engageant un vrai travail de fond, c'est toujours un peu la marque de fabrique, en engageant un travail de fond sur le niveau de service rendu aux Brasiliens dans tous les domaines, dans la communication, la démocratie, la digitalisation des services publics. Et comme je m'y étais engagé le premier jour de mon élection, donc je ne voulais faire que 3 mandats. Je suis un fervent défenseur de la limitation des mandats dans la durée. 18 ans, c'est pas mal et je pense qu'on a le temps de le faire. Et puis, ça laisse la place à d'autres, avec d'autres idées, d'autres projets. Et puis, on peut s'épuiser, même si ce n'est pas mon cas, mais on peut un peu s'épuiser au bout de 3 mandats en termes d'idées et tout. Peu importe. Donc, ça apporte une nouvelle vue, une nouvelle vision et j'ai tenu mon engagement. Et puis, même si tout n'a pas été parfait, je pense à Bras, mais en tout cas, je suis plutôt fier d'avoir redonné les clés de la mairie avec ce sentiment du devoir accompli. Et puis, je suis fier surtout de ce qu'ont réalisé les bénévoles et les élus, et surtout les bénévoles. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Le bénévolat, c'est une vraie richesse pour nos territoires. Et grâce à eux, on a pu avoir, notamment dans le domaine de l'embellissement, 3 fleurs
au niveau du concours national de fleurissement et puis au niveau de Ville Internet. Alors, c'est les bénévoles aussi, puis un peu nous quand même, hein, bien sûr, surtout aussi. Donc, le label 5 arrobase, qui classe quelque part Bras-sur-Meuse, le village, comme village le plus connecté de France. Hein. Et moi, je ne raconte pas du vent, il suffit d'aller sur Google, vous tapez village le plus connecté de France et vous verrez que c'est Bras qui sort. Voilà, parallèlement, j'ai toujours été engagé dans l'intercommunalité. J'ai participé à la création de la Codécom de Charny sous la présidence d'Yves Pelletier en 2002. Marie-Paul, tu étais aussi élue vice-présidente en charge des affaires scolaires, si ma mémoire est bonne. Et puis donc, j'ai aussi contribué fortement à la création de la communauté d'agglomération du Grand Verdun. Et d'ailleurs, avec un groupe d'élus qu'on a appelé le G12, on s'est battu pendant 2 ans pour faire reconnaître Verdun comme communauté d'agglomération. On a même arrivé, avec les députés de l'époque, à faire évoluer, enfin les députés de l'époque, mais par contre, il y avait le sénateur actuel, Gérard Longuet, qui est encore sénateur et qui a participé aussi fortement à ce changement de la loi, et donc qui a permis à Verdun d'être considéré comme communauté d'agglomération. C'est pas peu parce que derrière, c'est des dotations supplémentaires fortes, et avec une communauté d'agglomération forte, forcément, les investissements, quelque part, ils débordent tout autour de l'intercommunalité et de la CAGV. Voilà, et puis donc je suis vice-président de la communauté d'agglomération en charge du numérique, et puis depuis 2015, je suis président du Pays de Verdun. Donc le Pays de Verdun, c'est une fédération qui regroupe 7 intercommunalités, 220 communes, 85 000 habitants sur le nord meusien, avec un objectif qui est intéressant, parce que moi, ce que j'aime bien dans le Pays de Verdun, c'est qu'on est un peu déconnecté quelque part des échéances électorales, et on est beaucoup plus sur une vision à moyen terme, et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est d'avoir une vraie stratégie, et la stratégie du Pays de Verdun, qui a été déclinée en 2015, qu'on a imaginé avec les élus nord-meusien en 2015. Elle était déjà je trouve, très dans ce qu'il faut aujourd'hui par rapport au Covid. Hein. Ça tourne autour de l'attractivité, de la mobilité, du numérique et de la culture, et puis surtout de l'habitat. Et puis, je suis aussi salarié. Hein, voilà, j'ai une formation comptable. J'ai commencé ma carrière à EMC2 il y a plus de 40 ans. Voilà, un attachement à cette entreprise qui est lié fortement aux valeurs de la COP et aux agriculteurs. Voilà, et puis donc cette entreprise m'a permis d'évoluer. J'ai fait plein de boulot. Je suis passé par l'informatique, la communication, et aujourd'hui, je suis directeur de la communication. Et je suis aussi marié et j'ai 2 filles. Voilà, donc maintenant, on va passer la parole à Jean-Christophe. Oui, merci Julien. Donc, je suis Jean-Christophe Paton, j'ai 47 ans. Je suis marié et j'ai 2 garçons. Originaire du sud meusien, j'ai suivi toute ma scolarité donc sur Lignan-Barrois, Bar-le-Duc, puis Verdun, avant d'engager des études supérieures à Nancy, en fac de droit, en fac AES plus précisément, où j'ai obtenu donc une maîtrise AES et ensuite un diplôme d'études supérieures européennes en sciences juridiques et politiques. Après mon service national, je suis revenu dans le département où j'ai occupé un poste de directeur des services de la mairie d'Étain. J'avais en charge l'ensemble des services de la mairie. C'était un premier poste, c'était un challenge intéressant qui m'a beaucoup plu. J'y suis resté 11 ans. 11 ans pendant lesquels j'étais sous le mandat de Jean Picard, qui m'a beaucoup appris d'ailleurs. Ensuite, en 2010, j'ai pris un poste de directeur des services de la communauté de communes de Charny, donc recruté par Marie-Paul Soubrier, qui est parmi nous ce soir. J'y suis resté jusque fin 2014, où la Codécom de Charny a fusionné avec celle de Verdun pour donner naissance, comme l'a dit Julien, à l'agglo du Grand Verdun. Et j'ai donc été transféré à l'agglo du Grand Verdun, où j'occupe aujourd'hui le poste de directeur des ressources humaines donc depuis 2015. J'ai emménagé à Dieppe en 2007, donc assez peu de temps après avoir pris mon poste à Étain. Donc Dieppe, sous Douaumont, c'est le village de mes ancêtres. Donc c'était un clin d'œil de m'installer là-bas. Et j'ai tout de suite voulu participer à la vie de la commune, puisque c'est déjà une thématique qui m'intéressait professionnellement et
de façon extra-professionnelle également. Donc je me suis investi, j'ai été élu conseiller municipal dès 2008 pour un mandat. Ensuite, j'ai été élu premier adjoint pour un second mandat et je démarre depuis l'an dernier mon troisième mandat et cette fois-ci en tant que maire de la commune. Alors avec la petite particularité d'avoir été élu maire 2-3 mois avant les élections municipales, malheureusement suite au décès du maire qui était en place, Michel Chalon. Voilà. Et parallèlement à cet engagement municipal, j'ai voulu aussi m'investir au niveau de l'intercommunalité. Donc aujourd'hui, si on est on y reviendra tout à l'heure, mais si on est dans le canton de Belleville, la commune de Dieppe fait partie de l'intercommunalité d'Étain, la communauté de communes du pays d'Étain. Et j'ai été élu en juillet dernier, en juillet 2020, vice-président en charge de la communication et des ressources humaines. Donc j'apprécie la vie publique locale et c'est pour être acteur de mon environnement et non pas le subir ou en tout cas le laisser le regarder évoluer. Et j'ai suivi la proposition de Julien de rejoindre le binôme Julien Didry et Marie-Paul Soubrier pour ces élections départementales. Je partage en effet leurs idées pour une Meuse d'après, une Meuse qui doit développer ses atouts, notamment le cadre de vie qui est très important. On l'a vu à l'issue de cette crise sanitaire qui a amené beaucoup de familles à se réinterroger sur les priorités et apprécier finalement le contexte rural dans lequel on vit aujourd'hui. Et il est important de développer ou de contribuer à développer les services permettant d'attirer de la population nouvelle et puis d'éviter évidemment que la population actuelle ne quitte le département pour d'autres régions. Merci Jean-Christophe. Écoutez, voilà, maintenant vous savez tout de nous, ou presque. Avant donc de passer au carnet de campagne et avant je vous parlerai du contexte et quand même des axes de notre programme. On a vu avec Marie-Paul, Francine et Jean-Christophe lors de nos déplacements dans les villages et dans les villes à partir d'aujourd'hui, Belleville et Thierville, qu'effectivement les gens étaient un peu perdus dans les élections, on y reviendra, mais même d'ailleurs une certaine méconnaissance du département. Donc, on vous propose une vidéo de quelques minutes, très rapide, une vidéo pédagogique qui vous explique les compétences du département. Le saviez-vous ? Votre département joue un rôle primordial dans votre quotidien et cela tout au long de votre vie. Sur les routes, dans les collèges, auprès des plus petits ou des personnes âgées, pour des territoires plus animés, connectés et solidaires, le département est présent à toutes les étapes et il bénéficie d'une expérience solide pour assurer toutes ses missions. Les départements sont nés en 1790 de la République française. Leur taille a été déterminée de façon à ce qu'il soit possible de rejoindre un chef-lieu en moins d'une journée à cheval. Aujourd'hui, on en dénombre 101, 96 départements métropolitains et 5 départements ultramarins. Collectivité territoriale administrée par un conseil départemental, ses membres sont élus pour 6 ans au suffrage universel direct. En 2015, vous avez pu voter pour un binôme homme-femme sur votre canton, ce qui fait du département la première collectivité à avoir élu une assemblée paritaire. Les conseillers départementaux élaborent les politiques publiques et votent le budget. Un équilibre entre dépenses et recettes constitué des dotations de l'État, de la fiscalité locale et du recours à l'emprunt. Le département, c'est aussi une diversité de métiers à votre service. Sapeurs-pompiers, chefs de cuisine, assistantes maternelles, agents de voirie, ils sont 325 000 agents à se mobiliser chaque jour avec vous et pour vous. Proches et innovants, les départements vous accompagnent tout au long de votre vie. Ils consacrent d'ailleurs 60% de leur budget à l'action sociale et jouent un rôle essentiel dans les domaines de l'enfance, mais aussi auprès des personnes âgées ou en situation de handicap. Ils apportent le coup de pouce nécessaire pour accompagner les personnes en difficulté vers un retour à l'emploi, accéder ou se maintenir dans un logement. Du parcours de vie au kilomètre de route, il n'y a qu'un pas. Les départements sont responsables de la gestion et l'entretien de 380 000 km de réseau routier, soit plus de 9 fois le tour de la Terre. Les départements sont également en phase avec les défis à venir pour assurer un cadre de vie de qualité dans un territoire bien équipé. Garantir les meilleures conditions pour permettre à tous d'innover est un véritable enjeu, notamment dans les territoires ruraux et agricoles.
Et puisque l'avenir repose en grande partie sur l'éducation, les départements sont en charge de l'entretien et du bon fonctionnement des collèges et participent au numérique éducatif. Un avenir qui passe aussi par un développement durable des territoires. Engagés pour le climat, les départements sont des acteurs de premier plan dans la promotion d'une agriculture de proximité et la préservation de la nature et de la biodiversité. Ils assurent la gestion de 200 000 hectares d'espaces naturels. Le département est un partenaire incontournable aux côtés des professionnels du tourisme pour valoriser son patrimoine et ses savoir-faire. Fervent défenseur d'une culture accessible à tous, il soutient aussi bien les festivals que les expositions et gère quotidiennement archives et musées. Des compétences qui nécessitent de l'engagement et de la persévérance, tout comme les actions sportives qui l'accompagnent. Vous voulez en savoir plus sur votre département ? Connectez-vous sur département.fr. Voilà, une petite vidéo simple, mais qui explique, je trouve bien un petit peu les compétences du département. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de faire un petit tour rapide sur le contexte et notre programme. Donc, on est quand même dans un contexte particulier. Hein, ça fait quand même maintenant plus d'1 an qu'on vit avec ce virus qui a fait complètement basculer nos vies, tant au niveau personnel que professionnel. Je veux dire, nos vies ont été bouleversées. Et d'ailleurs, certains d'entre nous ont été touchés de près ou de loin par cette épidémie. Cette épidémie qui est inédite dans sa forme, autant dans sa forme que dans son ampleur, a mis en lumière, quelque part, cette crise a mis en lumière pas mal de dysfonctionnements, mais des dysfonctionnements qui n'incombent pas à l'échelon local, plutôt au niveau national. Alors certains candidats, justement, orientent leur campagne sur ces dysfonctionnements au niveau national. Mais voilà, quoi, il ne faut pas se tromper d'élection. Je veux dire, aujourd'hui, il y a peut-être des problèmes au niveau national, mais regardons les compétences du département. Et sur plein de points, on y reviendra. Le département n'a pas la compétence. Donc, surtout, ne nous trompons pas d'élection. Alors, donc, je vais vous parler un petit peu de nos engagements. Alors, bien sûr, un conseiller départemental, quel qu'il soit, il a un objectif, une mission de proximité et d'écoute dans son canton, au service des populations, mais il a aussi une vision départementale. Il faut absolument avoir les deux. Il y a la défense de son canton, évidemment, l'écoute, la proximité, mais aussi une vraie vision départementale, c'est important. À ce stade, si on est honnête, tous les candidats, à ce stade, doivent dire qu'on est beaucoup plus sur des orientations, sur des intentions et sur une vision, plus qu'un vrai programme. Parce que, à ce stade, si on est élu, peu importe qui, mais j'espère nous, on ne sera, avec Marie-Paul, que 2 sur 34. Donc, ça veut dire que l'étape d'après, ça va être effectivement de faire passer nos idées et notre vision de notre programme au niveau de l'Assemblée départementale pour que nos actions soient retenues. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'on est quand même assez loin des incantations. Alors, nous, l'objectif, c'est de pouvoir porter ce projet au niveau du département autour de la Meuse d'après. Alors, la Meuse d'après, ce n'est pas qu'un slogan. On entend parler d'ailleurs depuis 1 an, hein, après le Covid, avril, mai, juin, on parlait du monde d'après. Mais finalement, quand on s'intéresse vraiment aux changements sociétaux, on voit bien qu'il y a déjà des choses qui étaient engagées et que finalement, le Covid a été un réel accélérateur. Il faut bien comprendre que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on parle de télétravail, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on parle de circuit court, ce n'est pas du jour au lendemain. Voilà. Il y avait des grandes tendances lourdes, et c'est ça qui est important, c'est bien de maîtriser ces tendances lourdes. Il y avait des tendances lourdes qui étaient engagées, et le Covid a vraiment été un accélérateur. Et puis, il a aussi fait prendre conscience qu'il y avait vraiment un réel enjeu. Parce que dans toutes les crises, quelles qu'elles soient, aussi difficiles soient-elles, il faut savoir identifier les opportunités. Selon nous, c'est vraiment le moment pour notre département de rentrer dans la Meuse d'après. On a besoin de fixer ou d'attirer des populations, des nouvelles entreprises, globalement, de faire revivre ou de faire vivre, d'accentuer, en tout cas de faire revivre nos territoires ruraux. Il faut miser sur l'innovation, mais également améliorer tous les services de proximité. Et il faut rapatrier les industries stratégiques dans nos zones rurales. Et puis, surtout, renforcer les infrastructures. C'est une des clés pour donner un nouveau souffle à notre département, pour lutter contre la paupérisation et le chômage, parce que c'est essentiellement de là que partent tous les maux de la société, donc c'est important. Alors bien sûr, le département n'a pas toutes les compétences, mais pour agir sur tous les leviers de l'attractivité, mais il doit avoir un rôle essentiel dans l'aménagement du territoire et il doit être pratiquement le pilier en lien très fort avec la région Grand Est et la région. On le répétera souvent
parce que pour nous, ce lien département-région, il est essentiel. La ruralité de demain, elle doit aussi rimer avec connexion. Alors tout de suite, quand on parle de connexion, on pense au numérique, mais pas que. La connexion, c'est aussi les infrastructures routières, c'est aussi les infrastructures ferroviaires, c'est aussi la mobilité douce, la mobilité en général, la mobilité douce qui va être un réel enjeu. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'être connecté à l'extérieur pour rapprocher le travail du domicile. Ça va être aussi un enjeu de demain, notamment dans le domaine environnemental, pour redynamiser notre territoire, nos territoires, tout en gardant nos singularités. Mais alors, par contre, pour atteindre cet objectif, il faudra une mobilisation générale à tous les étages de tous les acteurs, et c'est indispensable de maîtriser justement tous ces mécanismes, tous ces enjeux, pour faire, en tout cas pour entrer dans la Meuse après. Enfin, on est aussi très attaché à la méthode et à l'organisation, c'est-à-dire que l'organisation, c'est aussi la proximité du département. Aujourd'hui, le département, il est basé à Bar-le-Duc, pas de souci, il n'est pas question de le rapatrier ici, mais il est important de décentraliser réellement, et une antenne n'est pas une petite antenne. Je pense qu'il faut rapprocher le nord de la Meuse, du département. Donc, je pense qu'une antenne, pourquoi pas à Belleville, à Thierville, peu importe, mais c'est très important. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Alors, vous avez, on a un site internet, www.disrisouvrier.fr, vous avez tout. Vous pouvez nous poser des questions, il y a les enjeux, il y a tout ça, il y a des vidéos, il y a des réflexions, et ça restera. Donc, vous pouvez y aller a posteriori. Alors, maintenant, ce que je vous propose, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous êtes d'accord, les amis, c'est de parler un petit peu du carnet de campagne. Donc, le carnet de campagne, quelque part, c'est un petit peu les questions qu'on a eues, les remarques qu'on a essayé d'identifier et qu'on va évoquer. Alors, la première, Marie-Paul, je crois que c'est toi qui l'avais noté, c'est le fameux découpage des cantons, notamment sur la côte ouest, le côté ouest du canton de Belleville. Oui, lors de nos traversées de villages, de nos visites dans les villages, beaucoup de questions sur ce découpage de cantons. Alors, il faut rappeler que ce découpage de cantons a eu lieu avant les départementales 2015, sous la présidence de François Hollande. Un découpage pour rééquilibrer les territoires et surtout la population, parce qu'il y avait quand même, si on se rappelle, il y avait quand même des très petits cantons et à côté des très grands. Donc, il y a eu un rééquilibrage. Le souci, c'est que, surtout sur le canton ouest, les personnes se trouvent dans le canton de Belleville, ils se posent des questions, avant ils étaient dans le canton d'Étain, mais ils font partie de l'intercommunalité d'Étain. Donc, ils sont à la croisée des chemins et ils se posent des questions, pourquoi ce redécoupage? Le redécoupage aurait pu être aussi axé en même temps sur une réforme de l'intercommunalité, puisque certaines communes proches de Verdun et qui étaient dans le canton d'Étain souhaitaient venir sur l'agglomération verdunoise. Ils viennent travailler, ils ont plus d'affinités peut-être. Donc, les deux auraient été liés. Aujourd'hui, on aurait moins de questions et les gens comprendraient mieux. Mais cette loi aussi a permis la parité. L'entrée des femmes au département à part égale avec les hommes. Donc, ça, on peut penser que c'est un bien. Tout à fait. Voilà, vous avez la diapo. C'est important de rappeler effectivement c'est quoi un binôme, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la parité. On va répondre vite fait à la question d'Yann, mais avant, Jean-Christophe, je voudrais t'entendre, moi, parce que tu es quelque part sur la partie est du canton de Belleville. Est-ce que toi, de ton côté, toi, tu le vis, tu es vice-président de la Codecom, et comment tu le ressens? Il est juste dans cette situation-là. Ouais. Effectivement, je suis concerné par ce découpage un petit peu étrange où on fait partie du canton de Belleville désormais, tout en étant rattaché à la communauté de communes du pays d'Étain. Et du coup, les habitants nous interrogent souvent sur le pourquoi de ce découpage. Ils ne le comprennent pas. Historiquement, les communautés de communes correspondaient au découpage cantonal. C'était quand même bien plus clair, en tout cas pour ce qui est de la Codecom d'Étain. Et là, il y a une forme d'interrogation et de perte en ligne, on va dire ça comme ça, de gens qui ne savent plus trop où s'adresser sur telle ou telle compétence. Est-ce que c'est l'interco, est-ce que c'est le département? Mais alors, si c'est le département, je dois m'adresser à Étain ou alors à Belleville. La vérité, c'est qu'effectivement, Marie-Paul, vous l'avez dit, ce découpage aurait dû, à mon sens, être accolé à un redécoupage des intercommunalités
pour que celle-ci puisse correspondre aussi à un bassin de vie et non pas à de strictes limites administratives pour les cantons qui n'ont pas de réalité finalement, hormis des considérations purement démographiques, peut-être politiques, mais surtout démographiques. Donc, le fait de le vivre bien ou mal, je ne sais pas si on le vit réellement mal, mais en tout cas, les gens se posent des questions et ils ne comprennent pas. Ça fait partie de cette impression ou de cette image qu'ont les gens de l'empilement des structures administratives et sans qu'on sache très bien à quoi elles servent. Merci Jean-Christophe. Juste, on va répondre à Yann tout de suite parce que c'est une réponse qui peut être faite rapidement. Merci à Michel pour le petit commentaire qu'il nous a mis. Juste par rapport à la question d'Yann sur le rôle des secrétaires de mairie, alors il sait que ça lui tient à cœur, effectivement. Alors, même moi qui ne suis plus maire, mais je suis un farouche défenseur de la mairie. C'est l'échelon de proximité par excellence. Et il faut d'ailleurs donner, et d'ailleurs le métier des secrétaires de mairie va évoluer de plus en plus. Je ne sais pas si le conseil, c'est pas des compétences du conseil départemental, mais pour autant, je pense que le conseil départemental politiquement a un poids auprès de l'État. Et c'est vrai, et d'ailleurs que nous, au niveau de l'agglo, on y réfléchit fortement. Comment on peut décentraliser des services publics quelque part auprès des secrétaires de mairie, parce que tu fais bien de le rappeler, Yann, c'est un maillon essentiel, c'est l'échelon de proximité par excellence, et on fera tout pour le défendre. Franchement, c'est une vraie richesse dans la commune, pour les communes, et il ne faut pas avoir peur, et c'est pour ça que dans la vie, il faut sortir des sentiers battus, il faut oser. Il ne faut pas avoir peur de leur donner d'autres missions. Je ne vais pas parler de bras, mais je veux dire, voilà, la secrétaire de mairie, son métier a changé en 8 ans de temps, mais avec un vrai rôle de conseil et de service. Et demain, ça sera, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit à l'agglo, demain et déjà un peu aujourd'hui, mais encore plus demain, c'est que ça va être un vrai conseil, quelque part, de ce qui se passe notamment à la communauté d'agglomération, mais c'est valable dans toutes les communautés de communes, avec notamment tout le transfert de compétences. Le point d'entrée, même de l'agglo, doit passer par les secrétaires de mairie qui sont ultra importantes. Merci. Tu l'as dit, Julien, effectivement, à l'agglo, dans le cadre de la mutualisation, notamment, qui se met en place, et ce qu'on appelle l'employeur unique territorial, donc les communes qui progressivement adhéreront à la convention de mutualisation. Je vais très vite parce que ce sont des termes administratifs, mais l'objectif, effectivement, c'est que les mairies, et notamment les secrétaires de mairie, qui, on le sait, sont le principal point d'entrée pour les habitants. L'habitant va prioritairement voir son maire ou sa secrétaire de mairie pour des questions, y compris sur des compétences qui ne sont plus de la commune. On parle des ordures ménagères, on parle du scolaire, on parle de l'urbanisme pour la frange ouest du canton de Belleville. Donc la secrétaire de mairie doit devenir et doit enrichir ses compétences de notions intercommunales de manière à pouvoir renseigner l'habitant et être le point d'entrée pour, on va dire, le premier niveau d'interrogation. Et on a cette démarche au niveau de l'agglo où il va se mettre en place un réseau de secrétaires de mairie, et on est en train également de mettre ça en place au niveau de la communauté de communes du Pays d'Étain, donc sur l'autre partie du canton de Belleville, où également un réseau de secrétaires de mairie va se mettre en œuvre pour apporter un premier niveau d'information aux habitants et rapprocher l'interco de l'usager. Un vrai enjeu. C'est pas une réponse vraiment par rapport à la question de M. Forger qui est liée à une compétence du département, mais en tout cas, à l'échelon un peu plus local, c'est un travail qui est mené. Oui, c'est une question qui permet de souligner l'importance de ce sujet. Deuxième point, alors bien sûr, on n'a pas 17 points, on en a pris quelques-uns et on refera sans doute un live la semaine prochaine, on verra, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, on ne sait pas, en fonction de notre humeur et de le remplissage de notre carnet de campagne. Alors, il y a un sujet qui est revenu beaucoup, pour d'ailleurs deux problématiques différentes, c'est le numérique. Tout ce qui est en vert, aujourd'hui, c'est les communes qui sont raccordables à la fibre optique. En jaune, c'est les communes qui vont être raccordées avant fin novembre, on va dire. Les travaux vont être terminés sur toute la partie en jaune 31 août, et après le temps du délai commercial, ça sera pour octobre, novembre, décembre à peu près, ça c'est du garanti. Et les communes en un petit peu moutarde, donc là, bon, voilà, c'est des villages détruits, mais il y a Orne, où il y a quand même des familles, là il y a un petit délai,
On essaye de voir si ça sera cette année ou l'année prochaine, parce que la région Grand Est, elle va jusqu'à la dernière maison et partout. On a eu quand même pas mal de questions parce que sur la partie éteint, enfin on va dire côté Est, effectivement, ils sont en attente forte avec des gens qui télétravaillent. On a vu beaucoup de gens qui télétravaillaient avec des débits qui sont un peu disparates et on a même appris des choses sur le télétravail. Tu te rappelles, Marie, c'est impressionnant, mais il y a une dame qui est en télétravail. Son entreprise ne la considère pas comme télétravailleuse parce qu'elle n'a pas 1 méga de débit. Elle a 0,5, 0,7 et donc elle n'est pas considérée comme télétravailleuse et l'entreprise donne des sortes de primes aux télétravailleurs. Donc, vous voyez un petit peu des fois la discrimination à cause du numérique. Et là, il faut quand même saluer, j'entends les débats hier soir sur la région Grand Est avec le président Rotner, mais il faut saluer ce projet de la région Grand Est au niveau du plan très haut débit. Moi qui suis très impliqué dans le numérique depuis 10 ans, 15 ans, voilà, j'ai même participé au schéma départemental d'aménagement du numérique du territoire avec le département, justement. Et à l'époque, la région Grand Est n'était pas constituée. On était sur un projet qui allait durer 14 ans. On disait 14 ans il y a 8 ans, hein, mais en général, des 14 ans, ça, à mon avis, en 2030, on n'avait pas encore la fibre optique. Sauf que, en plus, le coût est énorme, hein, parce que pour vous donner une idée, le coût de la fibre, le coût de la prise, c'est-à-dire pour un foyer, était de 1 000 € à la charge, le coût de la collectivité. Donc c'était énorme, ce qui veut dire que, en fonction des moyens des Codecom, derrière des collectivités, donc tout le monde n'avait pas les moyens de mettre ça en 7 ans, ou voire même demain en 14 ans. C'était un coût énorme. Là, on n'en parle plus, c'est du passé. La région Grand Est est arrivée. Elle a monté un projet audacieux, partenariat public-privé, un projet de 1,4 milliard d'euros, peu importe, avec Losange. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, le résiduel pour les collectivités est beaucoup plus faible. Et si on prend le département de la Meuse, de 1 000 €, on est passé à 100 € la prise, donc pour un foyer. Et en plus, le département, via le GIP Meuse, on ne va pas rentrer dans les détails, en tout cas, participe à hauteur de 50 €. Ça veut dire qu'il ne reste plus que 50 € de résiduel. Résultat des courses, de 2030-2035, on est passé à 2023 maximum, mais 2022 pour le canton de Belleville. Et il y en a déjà beaucoup qui sont faits. Et financièrement, on est passé de 1 000 € à 50 €. Bon, voilà, ça, si ce n'est pas un projet structurant pour un territoire rural, il faut me dire comment ça s'appelle. Donc voilà, donc c'est important, mais je le disais tout à l'heure, hein, la partie en vert, là, la partie en verte où les gens sont très contents, hein, parce que là, pour le coup, j'ai été voir tous les gens de tous les villages et ils savent très bien qu'effectivement, il y a quand même dire voilà le rôle de bras et mon rôle et puis le rôle d'autres, mais enfin bon voilà, en tout cas, j'en fais partie, notamment avec un investissement structurant qui a été fait à Bras-sur-Meuse, je ne sais plus en quelle année, Marie-Paul, c'était 2009, je crois. Oui, j'avais sollicité, 2010, oui. 2009-2010, j'avais sollicité, Marie-Paul, tu étais présidente, pour faire un investissement à Bras-sur-Meuse qui ne pouvait pas être pris par un opérateur historique, un investissement de 7 000 €. Et donc cet investissement, il y a 10 ans, je vous parle d'un temps, 10, 11, 12 ans, je vous parle du temps où le numérique n'intéressait personne, en tout cas pas forcément beaucoup d'élus. Et donc cet investissement a permis effectivement d'installer un élément, on va dire, dans ce fameux NRO à Bras-sur-Meuse. Et aujourd'hui, la fibre arrive dans ce NRO et cet investissement a permis à toutes les communes en vert d'avoir le débit très rapidement. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que des fois, je veux dire, il n'y a pas que du hasard dans la vie, il y a aussi un petit peu d'anticipation. Puis le vrai challenge maintenant qui va être devant nous, notamment au niveau du département, mais pas que, c'est les usages. Les tuyaux, c'est réglé, mais c'est les usages. Parce que il n'y a pas de réseau numérique sans réseau humain, et le numérique et la technologie n'a de sens que s'il est au service de l'homme. Et donc, voilà, on espère, on va beaucoup travailler sur les usages, tout ce que peut apporter la technologie dans le maintien à domicile, dans la santé, dans la sécurité, dans le travail, le télétravail, on en a beaucoup parlé et compagnie. Et puis, il y a un enjeu mondial, et ça, je n'arrêterai pas de le dire et je continuerai, c'est la sécurisation des données, c'est la sécurité. On l'a vu très récemment avec différentes pannes qui sont intervenues il y a peu de temps, la semaine dernière, et puis l'incident qu'il y a eu à Strasbourg avec un incident justement dans un data center. Et il faut dire qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des entreprises qui ne sont pas encore remises de cet épisode du mois de mars. Donc, la nation, l'État est en train de négocier au niveau mondial avec Biden, qui est un peu enclin à vouloir mettre une taxe sur les GAFA, les GAFAM.
les GAFA même d'ailleurs, hein, donc qui rapportera plusieurs milliards d'euros, mais tout de suite, attention, hein, c'est pas uniquement pour renflouer les caisses de l'État, c'est bien, ok, d'accord, pour payer quelque part, c'est normal que les GAFA payent parce qu'ils sont quand même un peu enrichis pendant le Covid, mais pour autant, fléchons tout de suite des moyens importants sur la sécurité. C'est essentiel, c'est une arme de défense massive parce qu'on peut mettre un État à genoux. En blanc, ils ont la fibre. Non, en blanc, oui, j'ai une question et je réponds aux questions vite fait. Non, Laurent, en blanc, c'est parce que c'est pas le canton. Les couleurs que tu vois sur la carte, c'est uniquement le canton de Charny, c'est-à-dire le vert, le jaune et l'ocre. Voilà, oui. Le canton de Belleville. Les autres, c'est pas le canton. Donc, je me suis pas penché sur les autres villages, mais je peux te dire que je suis au service de tous les villages, hein, et même d'ailleurs qui sont en dehors de l'agglo. Même dans le sud meusien, il y en a qui m'appellent pour avoir des informations sur la fibre et sur le numérique. Donc voilà, merci pour ta question. Oui, merci Jérôme qui nous précise que c'était en 2010. Tu étais là, Jérôme, effectivement. Et puis oui, tu as raison aussi, Jérôme, de préciser ça. Toute la partie verte, hein, je disais bien, la partie en verte, hein, c'est-à-dire ce NRO, tout de suite, immédiatement, on va dire, tu as raison de le préciser, en 2010, Charny et Vachereauville et Bras-sur-Meuse ont profité de ce NRO. Et après la fibre, une fois que la fibre a été installée à la place de ce, à l'époque c'est appelé un NRA, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc première phase, les 3 communes ont bénéficié de la DSL et du VDSL. Et le NRO, après, quand est arrivée la fibre, ça a servi toutes les communes en vert. On ne va pas faire trop technique, mais je réponds aux questions et je te remercie, Jérôme et Laurent. Je vous remercie, Jérôme et Laurent, pour vos questions. On a eu aussi une question plusieurs fois d'ailleurs, et c'est intéressant parce que vous savez, il n'y a pas que des habitants qui se plaignent et qui sont révoltés, parce qu'on peut comprendre hein, que la situation elle est compliquée, que les gens ont plutôt envie de renverser la table, mais quand même, soyons positifs, et il y a des gens qui ont fait des propositions, mais aussi des remarques, et c'est revenu 3 ou 4 fois quand même, c'est-à-dire le déficit d'un axe nord-sud routier, digne de ce nom, mais c'est vrai qu'on fait partie des départements où on n'a pas vraiment d'axe routier fort entre le nord, entre le Montmédy, Stenay, enfin le nord du département et le sud. D'ailleurs, on a la chance énorme pour la Meuse d'avoir la gare TGV, mais il faut pratiquement autant de temps, voire plus, pour aller de Montmédy à la gare TGV que de la gare TGV à Paris. Donc effectivement, il y a peut-être des questions financières. Après, c'est des choix aussi. Hein. On a quand même les fonds GIP. Et donc, peut-être qu'il y aura des orientations à faire, mais en tout cas, moi, je pense que les infrastructures routières sont importantes. Et puis, en même temps, on nous a parlé du 90 km/h. C'est toi qui m'en parlais. C'était avec toi, Jean-Christophe, je crois, les 90 km/h. Oui, effectivement, les gens s'interrogent sur les 80 km/h et le retour aux 90 km/h dans le département. Donc, je rappelle, c'est une mesure qui a été décidée au niveau national sans vraiment tenir compte des spécificités locales et notamment du caractère dangereux ou pas des voiries concernées. Et l'ensemble de la voirie départementale à l'échelon national a donc été limité à 80 km/h, ce qui était difficilement compréhensible par endroits. Récemment, le gouvernement a permis aux départements qui le souhaitaient de pouvoir faire machine arrière et de remettre à 90 km/h un certain nombre d'axes. Et en décembre dernier, le département de la Meuse a décidé de réadapter certains axes routiers à 90 km/h. Donc, c'est 330 km de voirie principale, évidemment pas du réseau secondaire. Le département a récemment pris des arrêtés visant à permettre ce retour à 90. Malheureusement, la préfète, enfin malheureusement ou heureusement, tout dépend de quel point de vue on se place, mais la préfète a fait un recours contre ces arrêtés et le tribunal administratif sera amené à se prononcer le 28 juin prochain sur la légalité ou non de ces arrêtés. Alors après, on peut s'interroger sur le choix qui a été fait parce que certes, il y a 330 km, je le disais, de route. Par exemple, dans le canton de Belleville, il y a l'axe qui passe de Belleville à Bras et qui va jusque Vachereauville en venant du sud de l'agglomération. Celle-ci est concernée par le retour à 90 km/h. Pour autant, l'axe Verdun-Étain, qui est en ligne droite quasiment en totalité, avec assez peu de carrefours et d'intersections, celle-ci n'y est pas. Donc, c'est relativement incompréhensible et
il est déjà, enfin, c'est un avis personnel, mais je pense que c'est déjà bien que les départements aient pu choisir eux-mêmes en fonction des réalités de terrain certains axes plutôt que d'autres. Et j'oppose ça évidemment à la mesure nationale qui était de dire tout le monde à 80 km/h, peu importe les types de voiries. Donc, on verra si le tribunal administratif donne raison au département ou pas. En l'occurrence, c'était un problème de légalité sur la forme et non pas sur le fond. Un non-respect de certaines procédures, donc rien de bien grave, mais voilà. Que l'État, à la limite, que l'État fasse bien ce qui est régalien, hein, et qui laisse effectivement à la proximité, aux échelons Oui, locaux, effectivement, le bon sens et le pragmatisme. Et effectivement, je veux dire, et voilà, les gens sont capables de voir les axes, effectivement, ou les tronçons qui sont dangereux et qui doivent être diminués plutôt qu'une décision arbitraire qui tombe d'en haut. On se demande. Bon, c'est un autre débat, on ne va pas rentrer, mais en tout cas, merci pour cette remarque. Alors, il y a une question là, en parlant d'infrastructure, donc on va y répondre. Donc, c'est pas faux, la question de Yann qui dit qu'en parlant d'infrastructure, je trouve que la Meuse, en gros, est très mal dotée en aménagement qui incite les automobilistes à ralentir dans les villages comparativement aux départements limitrophes. Quelle est votre position sur l'ensemble des solutions à assurer la sécurité aux abords des RD? Alors, tu sais que c'est un sujet qui est complexe, hein, parce qu'on en parlait hier, on en parlait à Belleville aujourd'hui, on en parlait hier à Charny ou avant-hier à Charny, à Bras. Alors donc, bon, le département, il a un rôle là-dedans, mais c'est pas forcément lui qui va financer tout. Il peut être, je parle à l'intérieur des villes, moi, hein, je parle bien à l'intérieur des villages. Hein. Donc, et il y a eu des projets qui ont été faits. Si je prends l'exemple là, si tu en as d'autres, tu peux me dire, Jean-Christophe, du côté Est, mais à Mar, par exemple, pour l'agglo, à Bras, ils vont en avoir un bientôt. On a le cas à Belleville, hein, sur la rue de Gaulle, donc qui dépend de la commune, l'agglo et le département. Donc, il faut travailler ensemble, c'est sûr. Donc, il y a un projet sur la rue de Gaulle, hein, puisqu'on a vu ça avec Samuel Hazard. Mais le département est là aussi pour mettre les limites et conseiller ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire et pas faire. Donc, voilà, c'est tout un ensemble. Ça ne peut pas se faire en 5 minutes, c'est clair. Mais effectivement, les aménagements sécuritaires dans les traversées de communes, alors j'en parle en connaissance de cause dans la mesure où on a fait l'aménagement de la traversée de la commune dont je suis maire il y a 2 ans, mais tous les aménagements sécuritaires sont à la charge de la commune ou à l'interco quand elle-ci a la compétence voirie, et le département se limite, entre guillemets, à apporter des contraintes en fonction du type de voirie. Alors, tu le disais, Julien, les voies à grande circulation, des contraintes et des conseils, mais finance relativement peu. En général, c'est par le biais des amendes de police, du produit des amendes de police, que les aménagements sécuritaires sont cofinancés. Mais ce n'est pas le département qui va décider dans une traversée de commune de mettre tel ou tel aménagement. Ça reste de la compétence de la commune ou de l'interco. On est quand même obligé de lui demander et qu'il donne son accord. Hein. Non, mais c'est ce que dit Jean-Christophe. Ils sont là pour donner les contraintes réglementaires. C'est ça. Pourquoi pas imaginer quand même de donner un peu d'argent? Oui. Parce que pourquoi pas? Je veux dire, on est quand même sur des actes départementaux, même à l'intérieur. C'est un vrai enjeu, hein, la sécurisation dans les communes. Et puis après, il faudra qu'on voie les contraintes. Ça fait le lien. Ils refont quand même la couche de roulement. Oui, merci. Merci. Mais Marie, ça fait le lien sur les contraintes avec le point d'après. On nous a parlé beaucoup de ronds-points. Ah oui. Et il y a eu un habitant qui nous a fait une proposition, enfin, qui nous faisait des propositions là-dessus. Oui, les ronds-points. Donc, et c'est vrai que si chacun d'entre vous voyage un peu dans les départements autour de nous, les ronds-points sont aménagés pour être un outil de communication. Et souvent, c'est une porte d'entrée du territoire. Et nous, souvent, on a une pelouse qui est de l'herbe, qui est de temps en temps tondue quand même, mais on n'a pas d'aménagement qui montre ce que représente le territoire. Hein, par exemple, à Commercy, ça peut être les Madeleines, à Verdun, il y a les dragées. Il y a un tas de choses qui peuvent monter, communiquer ce que l'agglo ou le territoire est capable.
Là, on parle bien des ronds-points en dehors de l'agglo, Oui. de l'agglomération. Je ne parle pas de la communauté d'agglo, je parle de l'agglomération de la ville, comme par exemple le rond-point de MC2. Et les contraintes étaient tellement fortes, j'ai même reçu des courriers à l'époque du département, comme quoi, parce que je voulais, moi ça me... Ben voilà, je veux dire, ce rond-point au pied des champs de bataille, en plus avec un pôle agricole, il y a vraiment de quoi et non, les contraintes, les risques, les accidents, on m'a même envoyé des courriers et tout. Donc ça, il faut que ça saute. À un moment donné, je ne vois pas ce qui est possible. Ben, je suis désolé, mais je ne vois pas ce qui est possible dans les autres départements qu'on ne pourrait pas faire. Exactement. C'est vraiment un outil de communication extraordinaire. Ces ronds-points, c'est un détail, hein, vous pouvez me dire. Mais l'attractivité d'un département, c'est aussi l'image qu'il dégage. Exactement. Et puis, dernier point du carnet de campagne, il faut avancer, parce qu'on avait dit qu'on ne ferait pas trop long pour ne pas fatiguer les gens. Mais enfin, bon, de toute façon, il y en a beaucoup qui sont sur la terrasse en train de prendre un verre. Et puis, dans tous les cas, il restera en replay, hein, ce live. Donc, il n'y a pas de souci, vous aurez le temps à 23h de regarder. Dernier point que je voulais souligner, parce que j'ai vu tout à l'heure d'ailleurs Jérôme Domaille dans le chat, là, ou dans les commentaires, peu importe. On a parlé pas mal de voies vertes, avec des gens qui étaient ravis, d'autres qui étaient un peu critiques, très peu. On en a eu un, mais je voulais quand même le souligner parce que la voie verte, c'est un vrai enjeu. Hein. Alors, les critiques, c'est qu'effectivement, ça peut coûter cher et compagnie. Il faut se rappeler que la fameuse... Alors, je parle de la voie verte, là, pour l'instant, Jean-Christophe, tu nous diras si vous avez des projets de voie verte, pas au bord de l'eau, mais aussi bien sur du rail, hein, peu importe. Mais en tout cas, sur la partie agglo de Verdun, donc c'est une voie verte de 27 km qui a démarré entre Bras et Vacheroville. Il y a combien de temps Comment Jérôme peut nous le rappeler? 2008 aussi, 12 ans. On a commencé le dossier en 2008. Voilà, 2008. Donc, à l'époque, c'était 180 000 €, ce petit bout, enrobé. Et bon, là, on avait pris des coups quand même. Hein. Je veux dire, à un moment donné, quand on avait affiché le projet, quand on avait dit on va faire ça, là, on a eu des coups. Donc, à un moment donné, dans la vie politique et la vie publique, effectivement, il faut écouter les gens, c'est important. Mais il faut aussi prendre des décisions avec une certaine vision, encore une fois. Et donc, du coup, ce petit bout a permis d'ouvrir et d'élargir et d'aller donc de Samonieux à Belleret, Audinville, 27 km. Et il y a des vraies retombées économiques. Et je me rappelle d'ailleurs un élu en 2014, tiens, je pourrais retrouver la coupure de presse, qui disait en 2014-2013, qui disait qu'est-ce que c'est que cet investissement pour faire du vélo. Sauf que la voie verte, ça dégage beaucoup plus de choses. Et dans le domaine économique, il y a aussi cette partie... je veux dire, de retomber sur tous les commerces. Quand on prend, toi qui es ardennaise, Marie-Paul, la Transardennaise, alors elle traverse tout le département, c'est une voie verte, une voie verte, et elle génère en période normale, pas Covid, entre 8, 9, 10, 11 millions d'euros de retombées économiques. Donc c'est important de le souligner. Donc on répond aux gens, Michel, mais le département interdit quand même certains aménagements que je voudrais faire les maires. Tu as raison, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu as tout à fait raison, et ça, c'est pénible et on doit y remédier. Parce qu'en plus, il y a une volonté des maires d'embellir leur commune, mais aussi en même temps de contribuer à l'embellissement de la Meuse. Il faut peut-être alléger les normes. Voilà. Et je mets la question de Yann, toujours très prolixe. Yann, je trouve qu'en Meuse, le département a toujours été frileux jusqu'à maintenant, qu'il y a peu d'aménagements autorisés, plus de contraintes que de conseils, dans le but de laisser les rouleurs libres foncer, j'ai souvenir. D'accord, bon, on fera pas de... Arrête la polémique, oui, on ne donnera pas le nom du président qui roulait vite. Hein. Alors, on va passer aux questions qu'on a reçues en amont de cette réunion. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes qui méritent, et puis on les a prises. Il y en a qui sont plus ou moins simples à répondre. Tu les as? Alors, qui c'est qu'ils avaient? Oui, alors la première, effectivement... J'en ai vu que deux, moi, donc je ne sais pas, j'en avais vu que deux. Tu en as eu d'autres? Oui, il y en a d'autres, oui. D'accord, vas-y. Donc, avec 60% du budget pour le RSA, on n'a plus de sous pour le reste. Alors, ouais, déjà, ce qu'il faut dire, alors j'avais récupéré un document dans tous les cas, là, par rapport notamment à cette question, mais je l'avais récupéré avant, sur les finances du département. Et Francine, alors je vais l'afficher. Et Francine, tu vas justement, parce que là, la question, donc c'est bien, c'est quoi? Tu dis 60%, avec 60% de RSA, c'est ça? 60% du budget pour le RSA, donc du budget du département pour le RSA. D'accord. Francine. Bon, le budget de l'action sociale dans le département de la Meuse, c'est-à-dire que sur 100 €, le département de la Meuse dépense à peu près donc 55,70 € pour la solidarité. Mais la solidarité, ce n'est pas que le RSA. Le RSA, par exemple, la somme dépensée, si on part toujours sur cette idée de 100 €, la somme dépensée pour le RSA est d'un peu moins de 13 €.
Hein. Alors après, il y a des dépenses qui sont liées donc aux personnes handicapées. Il y a des dépenses qui sont liées aux personnes âgées, l'allocation personnalisée d'autonomie. Il y a aussi l'aide à l'enfance. Hein. La solidarité d'un département, enfin du département, hein, qui est l'action la plus importante, hein, c'est effectivement l'action sociale. Hein, et l'action sociale, elle concerne l'ensemble de la population, du plus jeune au plus âgé. On ne peut pas dire que 60% des dépenses d'un département vont vers le RSA. C'est absolument inexact. Alors, le RSA, c'est encore singulier parce que lorsqu'il a été mis en place, hein, il y avait, et ça, Marie-Paul, tu peux nous en parler, hein, il y avait, l'État demandait à ce que ce soit financé. Quand le RSA a été créé, c'était en accord avec l'État. Et l'État s'était engagé à rembourser le RSA, les dépenses de RSA. Mm-hmm. Mais c'est comme dans beaucoup de cas sur les exonérations, le RSA a évolué. Il y a plus de personnes qui touchent le RSA, et ça a évolué dans le département, mais l'État a figé sa contrepartie et ne compense pas entièrement le RSA. Donc c'est quand même lourd pour le département puisque la compensation est restée identique au départ. C'est un vrai combat de tous les départements de France et je pense qu'un jour on va gagner. Ils vont gagner. C'est pas spécifique à la Meuse, hein, bien sûr. C'est pas spécifique. C'est pas spécifique à la Meuse, mais sauf que la puissance économique de la Meuse est un peu différente de certains autres départements. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut bien insister sur les 60% de social. Ce n'est pas que le RSA. Hein. C'est la petite enfance. Hein, l'enfance quand même, les handicapés, enfin tout ce que Francine a dit. Hein. Donc voilà, il faut pas faire de raccourcis, quoi. Et l'enjeu majeur, aussi un enjeu majeur, et je trouve qu'en France on a un peu de mal, c'est le 3e âge et le 4e âge. Donc voilà. Une autre question, Jean-Christophe? Oui, alors deuxième question. Pourquoi y a-t-il autant de candidats à Belleville? Ouais, moi, je répondrai, ma première réponse à cette question, c'est de dire que le canton de Belleville est attractif. C'est la démocratie, c'est une offre de candidats et pour le vote, les gens ont le choix. Ce grand choix permettra à beaucoup de votants de se déplacer. Dans le territoire meusien, il n'y a que 2 cantons où il y a 5 binômes. Donc c'est Belleville et, si je ne me trompe pas, Lumière-Barrois. Ok, donc ça veut dire qu'il y a du talent à Belleville, hein, Marie-Paul, il faut être positif, effectivement, il y a des gens de talent. Surtout. Oui, à Belleville aussi, il y a pas mal. Alors, une autre question. Quand reviendra-t-on à la redevance des ordures ménagères? On répond aux questions, sachant qu'il y a des Belleville, c'est lié les candidats, mais là, la redevance, on n'est pas dans la compétence du département, mais il faut y répondre parce que c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, quand tout à l'heure tu as parlé du canton, Marie-Paul, c'est qu'effectivement, les ordures ménagères, c'est revenu aussi sur le canton Est, enfin le côté Est du canton, parce qu'effectivement, c'est pas la même fiscalité, c'est pas les mêmes déchetteries. Donc, il y avait un petit peu des interrogations là-dessus. Mais nous, en l'occurrence, sur la question de la redevance, là, je pense qu'on est beaucoup plus sur l'agglo, avec notamment le retour à la taxe foncière. Sur le canton Est, ils sont à la levée. Oui, on est à la redevance à la levée. Oui. Tout à fait. Alors, je vais répondre à cette question parce que je suis impliqué quelque part dans la communauté d'agglo et sur ce sujet. Bon, déjà sur le fond, il faut dire que le meilleur, enfin en tout cas en termes d'incitatif, c'est quand même beaucoup mieux de payer en fonction de ce qu'on consomme, de ce qu'on produit, en termes comme déchets, dans tous les domaines. Je veux dire, quand de faire payer les ordures ménagères sur une taxe foncière, donc c'est-à-dire sur une surface quelque part fiscale, machin, donc ça veut dire que des personnes âgées avec une grande maison, ils vont payer beaucoup, alors qu'ils sont que 2, ils ne produisent pas. J'ai toujours pris l'exemple, pourquoi on ne ferait pas payer l'eau potable sur la taxe foncière? C'est nul, hein, ce que je dis là, mais c'est pour montrer effectivement qu'il est important d'avoir un lien entre ce qu'on produit comme déchets, dans tous les domaines, et ce qu'on paye. Après, il y a un principe de réalité. C'est là où la loi est un peu compliquée parce que est-ce que dans des agglos, est-ce que dans des grandes intercommunalités, même peut-être dans des comités urbaines, est-ce qu'on est obligé d'avoir un mode unique?
je veux dire, par rapport aux contraintes, parce que c'est vrai que c'est pas évident dans des zones urbaines, la redevance entre les abonnés, c'est un peu compliqué. Donc, il y a un vrai sujet. Donc, en l'occurrence, pour la communauté d'agglo, il n'y avait pas d'autre choix que de retourner à la taxe foncière. Il n'y avait pas d'autre choix à l'époque où cette décision a dû être prise. Donc, on pouvait voter pour, ou contre, ou s'abstenir, ça ne changeait pas grand-chose. Il fallait surtout voter pour, parce qu'autrement, la communauté d'agglo ne pourrait plus prélever. C'était un mécanisme un peu compliqué. On avait même demandé aux députés de se mobiliser pour voir si on pouvait faire perdurer le fait de faire les deux systèmes, et ça a été refusé. Bon, voilà. Bon, peu importe. Et là, maintenant, il est quand même. L'un des objectifs, c'est de retrouver une sorte d'incitativité quand même. Je veux dire, est-ce que c'est de la taxe foncière incitative? Est-ce que c'est une taxe? Voilà. Même si ce n'est pas de la compétence du département, je préfère quand même y répondre. On avait une autre question? Oui. Alors, on est toujours sur la problématique de compétence du département. Que peut faire le département sur la sécurité et la délinquance? Marie, on a eu, c'est vrai qu'on a eu, avec Francine beaucoup aussi et Jean-Christophe, on a eu beaucoup de questions sur le sujet. Il y a des problèmes, mais ne nous trompons pas d'élection. Je veux dire, le département n'a pas de compétences. Ne tombons pas dans le piège qui nous est tendu d'un combat qui va avoir lieu en 2022. Moi, je ne veux pas être l'otage, comme nous, on ne veut pas être l'otage d'une question de deuxième tour en 2022. Ce n'est pas le sujet. Que ça soit le département et même la région, qu'on essaye, que les partis politiques, certains partis politiques essayent d'amener sur ce terrain-là pour répondre à un vrai problème. Attendez, il y a un sujet, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de sujet. Mais quelque part, ce n'est pas les compétences du département et de la région. Alors oui, il peut y avoir des financements, peut-être de matériel, des financements en tout cas au niveau du département. Est-ce qu'on peut financer des caméras? Tout ça, je ne sais pas. Mais le régalien, c'est l'État, et la sécurité, c'est l'État. Et en l'occurrence, dans cette élection-là, le département ne peut rien faire. Enfin, il faut le dire, quoi. Il faut être honnête. Hein. On ne peut pas faire de promesses sur cette compétence-là. C'est impossible. La sécurité, voilà, c'est pas nous. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions? Oui, j'ai une dernière question. Quel avenir pour un territoire comme le nôtre? Oui, on a un peu répondu plus ou moins, mais tout ça est quand même indiqué sur notre site internet. On est vraiment dans cette stratégie de ce moment-là, hein, où les attentes de la société évoluent, où quelque part, je pense que quand on sait qu'aujourd'hui 70%, voire 75% des habitants de la grande couronne parisienne veulent quitter Paris, quand on sait qu'aujourd'hui que 30% des DRH en France, 30% des directeurs des ressources humaines en France, Jean-Christophe, c'est une étude très récente, ont un problème de personnel qui ont déménagé qui ont vraiment déménagé dans une zone autre qu'une zone urbaine pendant la période du Covid jusqu'à présent. Ça veut dire qu'il y a 30% des DRH qui ont vraiment des problèmes de personnes qui ne veulent plus revenir. Et donc demain, ce place to be, c'est chez nous. Je veux dire, moi, je crois vraiment que la ruralité est en capacité d'accueillir des nouveaux habitants, à condition d'avoir un habitat approprié qui réponde aux normes environnementales, transition énergétique. Le but du jeu, c'est de rénover l'habitat ancien. Il y a des dents creuses, il y a des… Voilà, et ce n'est pas la peine d'aller construire des lotissements sur des terres agricoles, mais plutôt de répondre à cette exigence de transition énergétique, d'amélioration de l'habitat. Le numérique, on va l'avoir, il faut investir dans la routière. Voilà, la mobilité, la mobilité qui est un enjeu majeur. Le numérique est un sacré atout quand même. Hein. C'est toi qui le disais, ou tu en parlais à un habitant, Jean-Christophe, toi, pour ta commune, tu parlais du numérique, je crois, la dernière fois, de l'importance pour toi dans ton village. Oui, d'ailleurs, la preuve, ce soir, je participe à ce live en étant à Bras, puisque dans ma commune, le débit est tellement mauvais, en tout cas, encore pire ces derniers temps. J'ai même fait un test il n'y a pas tellement longtemps qui m'a scotché. On était à 0,01 de débit et même en partage de connexion 4G, c'était pas terrible. Alors ça a été mieux. J'espère que ça va pas durer. Vivement la fibre cet été ou en tout cas à l'automne. Mais effectivement, c'est un vrai enjeu pour nos territoires ruraux parce que on parlait de fracture numérique, on y est, mais pas parce qu'on ne sait pas utiliser l'informatique, c'est parce qu'on n'est pas connecté, ou en tout cas on est mal connecté. Et c'est un vrai enjeu pour les télétravailleurs, pour les entreprises de nos territoires. Il y a des entreprises dans nos villages, les agriculteurs aussi, qui sont de plus en plus connectés pour faire leurs déclarations, Enfin bon, je connais pas bien les besoins qu'ils peuvent avoir
mais ne serait-ce que pour tout ce qui est déclaration administrative, tout se passe par Internet. On vient de remplir nos feuilles d'impôt, la date limite c'était le 8. La connexion, elle est parfois compliquée. Donc, c'est un vrai enjeu de développement de nos communes et de nos territoires ruraux. On a eu le témoignage d'une lycéenne. Hein. D'une lycéenne, tout à fait, Marie-Paul. Je pensais effectivement à cette petite… oui, lycéenne, elle était à Margaux. Elle était ravie d'avoir la fibre dans le village. Et ça lui avait permis, elle n'était pas la seule, mais effectivement, les villages connectés, quand on a croisé des lycéens, ça avait quand même bien facilité, comment dirais-je, le confinement, quoi. On se sent isolé quand on est mal connecté ou mal desservi. On se sent isolé de tout ce qui peut se pratiquer aujourd'hui comme service en ligne. C'est pas pour nous. Voilà. Donc c'est quand même. Il est temps de sortir de cet isolement. C'est pour bientôt, Jean-Christophe. C'est pour bientôt. Tu fais bien de préciser ça. Francine, c'est qu'effectivement, mais c'est impressionnant le nombre de télétravailleurs qu'on a pu rencontrer, des jeunes qui, effectivement, avec des problématiques comme tu l'évoques, et je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que vivent certains jeunes. C'est une génération, en tout cas, ça va pas être simple pour eux toujours. Hein, et espérons que tout ça aille bien pour eux. Je réponds juste à Michel, si tu as raison, il faut garder en Meuse son nombre d'habitants, et il faut déjà essayer de trouver de l'emploi, tu as raison, aux habitants, mais je pense qu'on a besoin quand même d'avoir un petit peu d'habitants supplémentaires pour garantir quelque part toute l'économie du département. La Meuse n'est peut-être pas suffisamment attractive. Ou alors ils ne s'en rendent pas compte, parce qu'il faut, je pense, vivre pour se rendre compte qu'on est très vite à Metz, Nancy, etc. Enfin bon, le Meusien, lui, doit être quelqu'un de très mobile, quoi. Tout à fait. C'est le cœur de notre programme, que vous pouvez retrouver en ligne. Oui. On va terminer parce que là, ça commence à être long pour les gens et les gens ne vont pas aller au bout. Quelques informations très pratiques, mais n'oublions pas qu'il y a 2 scrutins. Marie-Paul, tu peux en parler, mais il faut les gens, effectivement, dans la mairie, enfin dans la salle de mairie, la salle des fêtes, peu importe, ils vont voter 2 fois. Il y a 2 scrutins. Hein. Ouais, il y a 2 bureaux de vote dans la salle. Voilà, hein. Dans la salle, il y a 2 bureaux. Toutes les salles sont aménagées correctement avec les consignes préconisées et recommandées par la préfecture. Tout à fait. On peut d'ailleurs saluer, en même temps, je l'ai marqué là, mais quelque part, tous les maires, les mairies, les élus et les bénévoles assesseurs qui font un travail remarquable pour ces scrutins. Donc voilà. Et puis il y a 2 pouvoirs par électeur, il faut quand même le dire. Hein, c'est pas c'est depuis le Covid. Hein, je crois que c'est depuis l'an dernier seulement cette histoire de 2. Voilà. Oui. Et puis, pour finir, le dernier truc, si vous avez un doute, je ne sais pas, des fois, sur la table, voilà, il n'y a qu'un bulletin qui va bien, c'est celui-là. Voilà, alors je vous rappelle qu'il faut barrer personne, hein, là pour tous les binômes. Si on barre un des 2 noms, forcément, le bulletin est nul. Aucun signe de reconnaissance. Comme tous les élections. Voilà, écoutez, je crois qu'on en a fini. C'est pas un exercice qui est si simple. Hein. Ceux qui auraient envie qui peuvent trouver qu'effectivement il y a des défauts, oui, certainement. Hein, on n'est pas des professionnels, mais au moins on a osé se prêter à ce jeu qui est compliqué parce qu'encore une fois, on est en direct, on est écouté et on est enregistré. Mais c'est une forme qu'on gardera, en tout cas, peut-être sans doute la semaine prochaine, encore une fois. On verra bien. Et puis, si on est élu, je pense qu'à un moment donné, les outils numériques, peut-être pas forcément que des lives comme ça, mais en tout cas, le site Internet, l'information, le lien avec les habitants, au-delà de la proximité, au-delà des liens humains, ça peut être très complémentaire. Voilà, écoutez, merci Marie-Paul, merci Francine, merci Jean-Christophe, merci à toutes et à tous pour votre participation. Et ce live sera en replay et on pourra le partager. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.